Qu'est-ce qui poussait les jeunes à rejoindre les bandits? La pauvreté extrême de la population, ne pas avoir de quoi manger. Ces sortes de mafias ou d'organisations luttaient pour le contrôle des marchés, des quartiers, afin de pouvoir blanchir leur argent. Eh bien, pour un échange de devises illégales, tu prenais 8, 10 ans. Salutations, depuis Saint-Pétersbourg et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à côté de la cathédrale du sang versé, un nom assez particulier, dans un lieu assez particulier, comme vous le voyez, au bord du canal, dans un endroit, rien de commun pour une cathédrale de cette envergure. Et cela parce qu'elle a été construite lorsqu'ils ont mis fin à la vie du tsar Alexandre II. Elle a été construite exactement au même endroit où ils ont mis fin à sa vie. Son fils Alexandre le III l'a érigée en son honneur, en sa mémoire. C'est l'une des cathédrales les plus impressionnantes que vous verrez ici, dans cette belle ville de Saint-Pétersbourg. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler un peu plus d'un phénomène qui s'est produit à Saint-Pétersbourg et ailleurs en Russie, avec la chute de l'Union soviétique. Et c'est les bandes, des bandes de bandits des années 90, ces folles années comme les Russes les appellent Banditsky, Devianostar, et plus précisément Banditsky Pétersbourg. Saint-Pétersbourg était l'une des villes ayant le plus de répercussions de ces bandes de criminels. Car avec la chute de l'Union soviétique, ils en ont profité du chaos économique qui régnait, du manque d'autorité gouvernementale, et aussi du fait que l'indépendance des pays baltes et l'opposition de Saint-Pétersbourg faisaient de la ville un excellent point de transit de marchandises pour l'exportation et l'importation. Et ces groupes criminels ont su voir une opportunité d'affaires et en profiter les jeunes de Saint-Pétersbourg et de toute la Russie, au lieu de devenir médecins, avocats, scientifiques, rejoignaient ces bandes pour gagner de l'argent vite, à une époque de chaos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je compte approfondir un peu plus en détail ce phénomène qui s'est produit après la chute de l'Union soviétique, notamment ici à Saint-Pétersbourg, alors n'en disons pas plus, allons-y. Comprendre ce monde criminel laissé par la chute de l'Union soviétique ne serait pas possible sans connaître les Vorzakon, ou voleurs dans la loi, héritiers de la pègre criminelle russe d'avant la Révolution. Leurs membres forment une société criminelle avec ses propres lois, son mode de vie et un niveau de secret qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Leur apparition remonte aux années 1930, quand dans les prisons, les condamnés ont instauré des rangs et des hiérarchies. Et l'élite considérée s'est autoproclamée les voleurs de loi. Ils étaient tous unis par la soi-disant loi du voleur, qui suit les concepts suivants, entre autres, rejet total des normes et règles sociales extérieures, interdiction de coopérer à l'enquête de tout crime et de communiquer avec la police, les juges et autres fonctionnaires. Interdiction de travailler pour les organismes publics. Attirer de jeunes membres dans la pègre, rester apolitique, éviter les armes fournies par la police ou l'armée. Ne pas avoir de femmes ni d'enfants, couper les liens familiaux, adopter une attitude honnête et respectueuse envers les autres voleurs du même rang. De plus, ils avaient leur propre argot. Dans les années 60, les tatouages à signification sont devenus à la mode, permettant aux voleurs de loi d'afficher leur qualité. L'initiation dans le groupe, appelé couronnement, nécessitait l'approbation d'autres voleurs de loi. Le candidat demandait à entrer pendant que les autres membres consultaient ses antécédents criminels, pour voir si ses exploits et ses délits étaient à la hauteur. Seul un candidat remplissant les conditions serait couronné voleur de loi. Ces voleurs de loi ont prospéré dans la pègre soviétique, aux côtés de la figure du vendeur ou commerçant clandestin qui, à la chute de l'Union soviétique, profitait des pénuries par la contrebande pour gagner de l'argent. Tous les bandits et criminels n'étaient pas des voleurs de loi, mais leur essor dans les années 90, atteignant plus de 1500 en 1998, nous donne une idée de l'expansion qu'a connue le crime en Russie. À la fin des années 90, des lois plus strictes ont commencé à être instaurées. On a fini par leur gagner la bataille et on a mis fin à ce cycle criminel qui a duré toute une décennie. Avant de commencer ce parcours, nous allons faire une petite pause pour manger quelque chose de typique d'ici.
Bonjour, donne-m'en 3, s'il te plaît. Ici? Oui, ici. Carte ou espèce? Carte, merci. Où peut-on manger? Dans un endroit libre. J'ai choisi de venir ici, dans un lieu mythique, qui se trouve aussi au centre, à Saint-Pétersbourg, pour manger quelque chose, vous voyez, les plats typiques, ponchiki. Ce sont comme des beignets, non, une pâte qui ressemble à celle des churros. Pouvons-nous nous asseoir avec vous? Oui, vous pouvez. Ça ne vous dérange pas que j'enregistre? Madame s'assoit avec moi. Vous êtes combien? Nous sommes 3. Venez ici. J'ai déjà de la compagnie pour manger ici. Vous êtes venu d'Espagne pour manger des pichkis? Vous n'en avez pas là-bas? Oui, en Espagne, on cuisine très bien. Oui, mais ça, il n'y en a pas. Avec votre permission. À votre santé, comme toujours. C'est un plat de pâtisserie. Nos grands-mères les faisaient frire dans la graisse autrefois. Pâte avec de la levure et un peu de sucre frite dans la graisse. Et en Espagne, qu'est-ce qui ressemble à ça? Nous avons les churros avec du chocolat, même s'ils sont croustillants. Enchanté, je m'en vais. Bon, ce que j'allais dire avant que cette famille ne se réunisse, c'est un lieu typiquement soviétique, ouvert depuis 1958 si je ne me trompe pas, où l'on ne sert que ces pitchki, avec du café ou du thé. Et c'est un classique, si vous venez à Saint-Pétersbourg, je vous recommande de passer par ici pour vous réchauffer. Si vous aimez les churros et ce genre de choses, vous allez aimer. Ici, vous pourrez vous sentir comme à l'époque soviétique. D'accord, alors on commence ce parcours par le Banditski Pétersbourg. Je suis avec Sergueï qui va être mon guide aujourd'hui. Et nous allons faire un petit parcours à travers les points les plus importants qui ont marqué l'histoire des années 90 dans la ville de Saint-Pétersbourg. De quoi vivaient ces groupes organisés? Ils contrôlaient les prostituées de devises, les contrebandiers, les coopérateurs, affaires illégales à la fin de l'URSS. Il y avait aussi un contrôle sur un jeu qui a commencé à la fin des années 80. On l'appelait Napiorski, on prenait des gobelets opaques et une boule. Ils essayaient de tromper les naïfs, comme les routiers en Espagne. Ce jeu, en rassemblant tous les points à travers la ville, rapportait 10 000 roubles par jour. Si tu voulais acheter une voiture Giguli modèle 6, honnêtement, il y avait une liste d'attente de 6 ans. Et quand on te donnait l'autorisation, alors tu payais 7200 roubles. Si tu ne voulais pas attendre, alors tu payais le double, 14 000 roubles. Le salaire moyen d'une personne ordinaire allait de 120 à 180 roubles par mois. Imaginez ce que représentait 10 000 roubles par jour. En URSS, échanger des devises de manière illégale vous envoyait en prison. Les étrangers faisaient le change à l'hôtel par l'intermédiaire de courtiers. On leur donnait l'argent à l'intérieur d'une matrioshka. Et l'intermédiaire payait pour qu'on ferme les yeux. Si pour la contrebande de jeans tu pouvais prendre 2 ans de prison, alors... Oui, c'était comme ça en URSS dans les années 70 et 80.
Pour un vinyle aussi, ça peut sembler exagéré, mais pour ça, on te mettait en prison. Eh bien, pour échange illégal de devises, on te mettait 8-10 ans. En tant que touriste, tu devais dépenser ta devise dans les magasins spéciaux prévus à cet effet. Les magasins s'appelaient Abedoul, uniquement pour les étrangers. Par exemple, une matrioshka qui valait 50 centimes dans la rue. Dans ces magasins, elle coûtait 25. Nous venons d'arriver avec Sergueï à... Quartier de Kirov, avenue de Moscou. Oui, l'avenue de Moscou est un quartier qui a été construit juste après la guerre. Et donc il a cet aspect, ce que nous avons vu dans l'autre vidéo est plus typique de Moscou, pas vraiment de Saint-Pétersbourg ou des Tsars. En fait, dans un bâtiment d'ici a vécu le célèbre musicien rocker Viktor Tsoi, et d'après ce que m'a dit Sergueï, c'est là qu'il a composé. La plupart de ses chansons et succès sont connus de ceux plongés dans la culture soviétique et le rock. La première étape de cette visite, c'est de, comme je l'ai dit, ici dans le quartier de Kirov, où je vivais, Viktor Novoselov. Un personnage que tout le monde connaît, comme me l'a dit Sergueï, dans la ville de Saint-Pétersbourg. Lié à cela, royaume criminel, c'est un personnage qui a commencé dans les années 90 à se lier au monde des bandits et du contrôle des marchés. Occupant une position de pouvoir au sein du gouvernement, bon, pas un pouvoir très élevé, mais pas non plus un pouvoir très faible, il était au département des migrations, il contrôlait et délivrait des permis de migration, et en même temps, dans l'ombre, eh bien, il était dans des affaires de contrôle des marchés, des produits et des voitures. Même s'il avait le contrôle sur ces marchés, ce qu'il a toujours désiré, c'était le pouvoir, d'après ce que m'a dit Sergueï, et les querelles entre les groupes de bandits. On fait qu'en 93, dans cette même maison où nous sommes ici, où il vivait, il aurait subi une tentative d'assassinat, où il a reçu 3 balles, mais il n'est pas mort, il est resté invalide. Et il a continué avec son activité, pour ainsi dire, même si elle était de plus en plus orientée, vers le gouvernement, non, vers l'action gouvernementale. Peu à peu, il voulait se débarrasser de ce fardeau que représentait son passé sombre, son passé criminel. En l'an 99, il a donné une conférence de presse, et c'est alors que ils ont commandité son assassinat. Vous devez imaginer que dans cette rue, toutes ces voitures que vous voyez ici ne seraient pas garées. Finalement, en 99, j'avais déjà obtenu tout ce que je voulais. J'étais porte-parole de l'Assemblée, député, et je réglais les affaires des invalides dans la ville. C'est pourquoi il se voyait déjà au sein du gouvernement à Moscou. Mais il comprenait qu'il devait se débarrasser de son passé avec les bandits. Et pour cela, il a décidé de donner une interview devant tous les médias. Et il a commencé à incriminer le chef de la police de la ville en disant que pendant ce temps, il couvre tous les bandits et il a commencé à donner les noms des bandes. Tout le monde en a été surpris par ce qu'il disait devant les caméras. 3 jours plus tard, ils ont renvoyé le chef de la police. Et 2 mois après cette conférence de presse, arrive le matin de l'année 99. Il sortait de chez lui dans sa Volvo par cette même rue pour aller au travail. Ils se sont préparés à ce feu de signalisation et un piéton s'est approché et a placé une bombe avec un aimant sur le toit de la voiture, caché dans une cassette VHS. À ce moment-là, son chauffeur sort de la voiture et commence à tirer sur le piéton, qui a réussi à monter dans une voiture qui l'attendait de l'autre côté de la rue. L'explosion a été précise et a coûté la vie à Novoselov.
À la télévision, ils ont discrètement annoncé qu'ils avaient mis fin à sa vie. Sûrement pour un règlement de compte. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire de Viktor Novoselov. D'après ce que me dit Sergueï, le terme de Banditsky Peterbourg, eh bien, il a été inventé par la presse, par les journalistes, en raison de 3 meurtres qui ont eu beaucoup d'écho. D'après ce qu'on m'a dit, cela ne rend pas vraiment justice à la ville, parce qu'à cette époque, non seulement Saint-Pétersbourg avait des bandits, mais c'était quelque chose qu'on pouvait trouver dans toute la Russie. Il s'agissait surtout d'assassinats politiques. Le 18 août 1997, le vice-gouverneur de la ville, Mikhail Manievitch. Le 20 novembre 1998, la députée de la Douma d'État, Galina Starvoitova. Et le troisième, celui de Viktor Novoselov dont nous venons de parler. Une chose qu'il m'a dite, Sergueï vient aussi de me dire quelque chose de très curieux que je n'avais jamais entendu. Au cimetière, Eh bien, la personne chargée de s'occuper du cimetière avait accès à des informations très délicates compromettant fortement les bandits, car il y avait de nombreux enterrements illégaux. C'est-à-dire, quand il y avait du temps, on les mettait sous les tombes, et quand il n'y avait pas de temps, l'autre option était de faire des niches entre les tombes de manière verticale, et on les mettait là. Alors, bien sûr, quand les gens rassemblaient en ces informations et pouvaient s'adresser aux autorités, eh bien, directement, ils les éliminaient pour éviter toute fuite d'informations. Qu'est-ce qui est intéressant pour la maladie? Pour rejoindre? Qu'est-ce qui poussait les jeunes à rejoindre les bandits? Pauvreté extrême de la population, ne pas avoir de quoi manger, chômage, bas salaire, mauvais état de la population. Nous sommes arrivés avec Sergueï à un autre des lieux emblématiques de ce Saint-Pétersbourg criminel, et c'est l'endroit où le vice-gouverneur Mikhail Manievitch a été assassiné et tué. Voici la plaque qui honore sa mémoire. Il est sorti de chez lui dans la rue Rubenstein, dans la rue centrale Rubenstein. Comme vous le voyez, de nombreux bâtiments classiques typiques de Saint-Pétersbourg. Et dans la voiture, il était avec sa femme et le chauffeur. Un jour de travail ordinaire, il se rendait à son bureau pour assister à quelques réunions et il a reçu des coups de feu de la part d'un tireur d'élite très expérimenté. L'assassinat a été minutieusement planifié à l'angle où se trouve actuellement un restaurant. Avant, il y avait une poissonnerie et c'est là que se trouvaient les 2 tueurs à gages appartenant à ce groupe, qui était en chargé de surveiller quotidiennement la voiture de Manievitch. Une fois qu'il est sorti de la maison, ils ont donné le feu vert au tireur d'élite, qui s'est placé à la fenêtre d'en face. Quand il s'est arrêté au feu rouge, le tireur d'élite a ouvert le feu. La principale raison pour laquelle ils ont assassiné celui-ci, jeune vice-gouverneur, il n'avait que 36 ans. C'est parce qu'il ne voulait pas vendre une partie des actions du port de Saint-Pétersbourg aux bandits en refusant de faire partie de cette corruption et de ce monde criminel. Les bandits ont mis fin à sa vie. Le meurtre a été commis avec une arme peu courante, un fusil AK-47. Avec une lunette optique, c'est étrange parce que cette arme a beaucoup de dispersion. C'était un miracle qu'ils n'aient pas tué quelqu'un d'autre. Un tireur d'élite professionnel a travaillé, probablement revenu de la guerre de Tchétchénie. Si tu regardes les photos, toutes les balles ont touché l'endroit où se trouvait Manievitch. Si ça avait été un fusil, ça aurait été une chose, mais avec une AK-47, c'est un travail d'orfèvre.
Nous venons de passer devant une prison qui est abandonnée, au bord de la rivière, et Sergueï me dit, enfin, il m'a raconté qu'elle avait une particularité. Les cellules d'isolement avaient la forme d'une croix. Les croix, c'est une prison connue dans la ville pour avoir cette forme, et elle a été fermée récemment, elle a été construite par les tsars il y a environ 200 ans. Non, je mens, il y a environ 150 ans. Elle a la forme de croix et une église au centre. Les conditions des prisonniers étaient monstrueuses à cette époque. Il y avait 30-40 détenus entassés par cellules. Il y avait beaucoup d'infections et les murs favorisaient la tuberculose. Elle est maintenant fermée et ils veulent construire un complexe touristique. Eh bien, Sergueï m'a dit que cette prison apparaît aussi dans des films et des séries très célèbres en Russie, par exemple Siostre ou Banditski Peterburg, et il y a aussi des émissions comme Russie criminelle, dans lesquelles, eh bien, vous pouvez voir à quel point cette prison a été importante ou connue, n'est-ce pas ? Et pour finir l'itinéraire, les bandits de Saint-Pétersbourg, nous sommes venus, Sergueï et moi, au marché Tarskovski, l'un des nombreux marchés que vous pouvez trouver ici, à Saint-Pétersbourg, et qui illustre le fonctionnement du système dans les années 90, entre marchés et bandits. Ces sortes de mafias ou d'organisations luttaient pour le contrôle des marchés, des quartiers, pour pouvoir blanchir leur argent. Et tout se faisait à travers leur organisation mafieuse. Alors, si quelqu'un voulait vendre ses affaires sur le marché, il devait passer par eux. Il y avait beaucoup de trafic d'argent et de marchandises, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Eh bien, avec la chute de l'Union soviétique, Saint-Pétersbourg est devenu un point important de ce transit de marchandises. Comme il ne pouvait pas manquer un marché, vous savez que dans les vidéos, j'aime toujours me promener dans un marché. Aujourd'hui, celui-ci, il n'a sûrement rien à voir avec son apparence dans les années 90. Il a été entièrement rénové, comme vous pouvez le voir. Eh bien, il est très beau. Je suis aussi venu ici surtout parce que, eh bien, il s'est produit l'un des nombreux cas qui se produisaient et qui arrivaient fréquemment à cette époque ici. Ici, un groupe de 60 ou 70 bandits, en l'an 92, qui luttait précisément pour ce contrôle dont je parlais tout à l'heure, est entré et a déclenché une fusillade, faisant plusieurs victimes, et a laissé de nombreux blessés. L'un des nombreux épisodes qui entourent cette légende, des bandits à Saint-Pétersbourg. Nous pouvons imaginer comment, dans ces couloirs, regardez, on peut même trouver de l'art et des tableaux, un antiquaire, pas seulement de la nourriture, aussi des vêtements d'occasion, sûrement. Ces bandits, en plus de contrôler tous les stands de vente et de permettre aux gens de vendre ou non, bien sûr, ils faisaient aussi payer le droit de le faire. Chaque mois, il fallait leur payer leur part en argent noir. Et donc, avec ces cotisations, ils soutenaient leur organisation. C'est grâce à ces cotisations, c'est pour cela qu'ils se disputaient beaucoup les marchés, parce que cela générait énormément d'argent qui soutenait leur organisation. Ensuite, potos pour contrôler d'autres types de commerces ou d'autres types d'activités. Eh bien, depuis ce marché soviétique, transformé en marché moderne, enfin en cours de transformation, je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. Et donc j'invite tous ceux qui veulent en savoir plus, si vous voulez voir ce genre d'excursions, sachez qu'elles sont disponibles parce que c'est une histoire, une partie de l'histoire russe qui est à peine connue, mais qui n'en reste pas moins importante. Bon, on part avec les Ouzbeks. Salut, on se voit dans la prochaine vidéo.